Bonsoir à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Formule 1, pour faire le débrief de l'avant-dernière manche du championnat du monde, le Grand Prix de Las Vegas. C'était la 21e manche de cette saison 2023 de Formule 1. On va revenir sur cette troisième édition du Grand Prix de Las Vegas, la première dans cette nouvelle version. On verra ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On fera bien entendu le bilan des différents pilotes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur la plateforme de podcast. TikTok, le débrief des compétitions que je peux voir en direct. Et puis on commence tout de suite avec ce Grand Prix du côté de Las Vegas. Et puis si vous avez les moyens de soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Bon, Las Vegas, pour moi un Grand Prix inutile. Alors certains ont dit oui, c'est important pour la Formule 1, pour faire grandir la Formule 1. Non, non, c'est un Grand Prix qui est inutile. Inutile parce que ça fait doublon avec Miami. Je suis désolé, mais un Grand Prix spectacle où c'est le show avant le sport, ça existe déjà, ça s'appelle Miami. Pour moi, c'est un sous-Grand Prix de Miami, ce Grand Prix de Las Vegas. Inutile à ce moment-là de l'année. C'est vrai que ça aurait été un peu plus intéressant déjà de le caler en début de saison. C'est encore plus inutile en cette fin de saison. Le circuit est inintéressant. Que ça soit, je pense, en termes de pilotage. Alors certes, il y a certains pilotes qui l'ont un peu défendu, mais en réalité, c'est pas le circuit de l'année. Moi, je l'ai pas vu dans un jeu, donc je vais vous parler que de mon ressenti extérieur. J'ai pas un virage où je me dis ah, ça, on n'a pas ça sur les autres circuits. Tu vois, il n'y a pas un endroit iconique pour moi sur ce circuit. À Miami, par exemple, il y a un endroit qui est un peu plus spectaculaire, c'est toute la zone un petit peu resserrée et toute l'approche de cette zone resserrée. À Singapour, il y a des portions qui sont intéressantes, notamment le passage au niveau du pont, le passage au niveau du tunnel, qui est assez technique. Là, il n'y a pas un endroit où je me dis, tiens, là c'est compliqué, ça doit pas être si facile que ça en termes de pilotage. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Là, je me dis, bon, bah en fait, t'es 85% du tour à fond, quasiment, et le reste, c'est pas hyper intéressant. Malgré le fait qu'on ait eu des safety cars, j'ai pas pris énormément de plaisir à regarder la course. Une organisation qui était aux fraises, que ça soit avec Carlos Sainz, que ça soit avec le public, je trouve que sur l'action de Sainz le vendredi, c'est très grave quand même ce qui s'est passé. C'est très grave parce que ça détruit une voiture, parce que la FIA en plus décide de mettre une pénalité qui est complètement stupide. C'est très grave parce que ça aurait pu être beaucoup plus dangereux que ça soit pour Carlos Sainz, mais également pour les pilotes qui suivaient derrière. Et on peut se poser des questions sur comment on certifie les circuits. Les circuits doivent être d'un certain grade pour accueillir la Formule 1. On peut se demander comment s'est fait cette certification. Parce que c'est pas possible d'avoir euh, des plaques d'égout comme ça qui sautent à ce moment-là. C'est pas normal. C'est surtout en plus pas la première fois qu'on a des problèmes avec les systèmes d'évacuation d'eau sur les circuits de Formule 1 sur les 10 dernières années. Moi, je me souviens de la Malaisie avec notamment Romain Grosjean. Je me souviens bien entendu de l'Azerbaïdjan avec la Williams qui avait été, c'était Russell, je crois, avec sa Williams qui avait été complètement détruite. Là encore, un problème sur un circuit. Comment sont vérifiés les circuits aujourd'hui en Formule 1? J'ai des gros doutes. Et toute l'attitude autour de Sens. Ensuite, on a fait des travaux de BTP, ce qui fait que le public n'a pas pu assister à cette deuxième séance d'essai qui s'est déroulée à un horaire pas du tout intéressant pour les Américains, qui était le public qu'on voulait attirer au départ quand même, plus que le public européen. Cette cérémonie d'ouverture qui était ridicule. Euh, Il y a plein de choses pour moi qui étaient ridicules. Et en plus, pourquoi je dis que c'est un sous-Miami? Parce qu'il y a le côté kitsch à Miami, la fausse marina, plein de trucs qui moi m'énervent.
Mais ils arrivent quand même à attirer un max de personnalités. Là, en personnalité, c'était quand même pas si dingue que ça. On nous avait dit à Las Vegas, vous allez voir, toutes les stars américaines vont venir. Bah, excuse-moi, mais il y en avait plus à Miami, des stars américaines. Et toute la présentation avec El Kouji était bien plus intéressante qu'avec le mec avec Buffer qui fait le MMA et la boxe, et qui était en plus une présentation qui était, enfin la séquence avec Perez, elle est magnifique. Cette cérémonie d'ouverture qui était ridicule, qui ne servait à rien. Et en fait, on s'en tape du public. On veut que le public vienne, mais on s'en tape du public. Parce qu'il n'y a pas de course support pendant tout le week-end, il n'y avait que la F1. Tu payes quand même un budget monstre pour avoir ta place que pour la F1. En plus, le vendredi, on te rembourse 200 $, il fallait dépenser 200 $. La seule chose qu'a eu le public de la deuxième séance d'essai, c'est d'avoir 200 €, 200 $ à dépenser dans la boutique du Grand Prix. Enfin, on m'a dit il y a des grosses stars et que je vois Rod Stewart, Gordon Ramsay, bon, il y avait, Rihanna par exemple, mais bon, il n'y en avait pas autant qu'à Miami. Et pourtant, je suis pas un fan du Grand Prix de Miami, mais pendant tout le week-end, je me suis dit, c'est un sous-Grand Prix de Miami. C'est vraiment le Grand Prix de Miami, mais en moins bien. Et déjà que le Grand Prix de Miami, c'est pas top. Ce Grand Prix-là a été fait pour attirer un nouveau public. Je pense pas qu'il ait été attiré, déjà parce que la course n'est pas si exceptionnelle que ça. Il y a des moments un peu de flottement sur la course et qu'il y a eu plein de problèmes. Aussi la chauffe des pneus. Enfin, les mecs à la FIA, il y a une déclaration de Ross Brawn qui m'a fait hurler. Vraiment, c'est quand ils disent on s'attendait pas à ce qu'il fasse aussi froid à Las Vegas. Putain, on est dans un désert en hiver. Attends, à ce qu'il fasse 45 degrés. C'est l'hiver dans le désert. Enfin, voilà, il faut juste réfléchir 2 minutes. Moi, je pense que ce Grand Prix-là, dans 2 ou 3 semaines, on s'en souviendra plus. C'est ça qui est terrible. Ça fera partie des Grands Prix anecdotiques de la saison. Si l'idée c'était de remplacer Monaco, on y est bien loin. Si l'idée c'était de remplacer Singapour, on y est loin aussi. Voilà, ce Grand Prix-là, il fait doublon avec plein d'autres courses et il est inintéressant et inutile au final. Au final, pendant le week-end, normalement ça devait mettre en avant aussi Las Vegas, mais on a très peu parlé de Las Vegas. Alors quand on a parlé de Las Vegas, les reportages que j'ai vus sur Las Vegas, c'était plutôt les reportages sur les gens qui n'étaient pas contents que le Grand Prix de Formule 1 soit là, le fait que ça ait emmerdé les habitants de Las Vegas pendant plus d'1 an, le fait que les casinos voulaient attirer des touristes, sauf qu'on a eu beaucoup de mal à remplir les tribunes, donc je vois pas en quoi ils ont attiré les touristes. En fait, on en a rarement parlé du bien de Las Vegas et on n'a quasiment pas parlé des casinos, à part quand il y a eu les livrets des voitures. Moi, je m'attendais par exemple à ce qu'il y ait des mariages, qu'on nous montre des séquences directement dans les casinos de Las Vegas. Là, tu as l'impression qu'on a voulu être à Las Vegas, mais qu'on a importé tout Las Vegas dans le paddock de Formule 1. Dans ce cas-là, il fallait aller à l'extérieur de Las Vegas, on aurait pu faire la même chose. Si on a décidé de faire le Grand Prix en ville, c'est pour se servir des infrastructures qu'on a en ville. Je vois pas pourquoi ils ont créé une chapelle. Il y a des dizaines de chapelles dans Las Vegas. Ils seraient foutus à côté d'une chapelle. Pourquoi ils ont foutu un casino dans le paddock? Il y a des casinos partout à Las Vegas. Il y a plein de choses qui n'avaient aucun sens. On n'a quasiment pas vu la fontaine. Je crois que c'est je sais plus c'est quel... c'est pas le Montecito, parce que c'était dans le Montecito dans la série Las Vegas, mais je sais plus, c'est Bellagio, je crois, qui a la fontaine. Mais en fait, on n'a pas parlé. Alors, on sait que Las Vegas s'intéresse au sport. Au départ, ça a été la boxe, les gros combats de boxe. Maintenant, il y a du UFC aussi, pour une raison extrêmement simple. Ils ont amené également la franchise des Riders, qui était avant à Oakland, qui est maintenant à Las Vegas. Tout simplement parce que Las Vegas n'attire plus autant qu'avant. Las Vegas attire énormément dans les années 2000. Aujourd'hui, il y a déjà une concurrence en interne. Vous avez Atlantic City aussi, aux États-Unis, qui s'est fait une belle réputation, parce qu'en Europe, on a aussi des beaux casinos. Et que c'est compliqué maintenant pour Las Vegas d'attirer les touristes. Je suis pas sûr que le Grand Prix de Formule 1, ça ait attiré les touristes.
Voilà, parce que ils ont eu beaucoup de mal à remplir des tribunes qui coûtaient un bras les places. Je trouve que même dans cet aspect-là touristique, ils n'ont pas réussi. Parce que c'était pas dans... Enfin, l'argent va pas revenir au casino. L'argent, il va revenir à Liberty Media, qui gérait tout. Donc, je vois pas l'intérêt pour Las Vegas, vraiment. Parce que les gens n'ont pas joué au casino. Enfin, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont joué à la fois au casino et qui ont été allés voir le Grand Prix. Quand tu voyais les tribunes, tu avais plus l'impression d'avoir des mecs qui allaient voir les Grands Prix de Formule 1, qui s'étaient pété le code EVI pour aller voir les Grands Prix de Formule 1, plutôt que des riches qui étaient dans des tribunes. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui ait dormi dans les étals importants de Las Vegas. Et voilà, je suis pas sûr que ça ait attiré énormément. Par contre, ça a coûté un bras à Liberty Media. Je suis pas sûr qu'ils rentabilisent tout de suite. Et comme il va falloir rentabiliser, ceux qui pensaient qu'en 2025 il y aurait plus la course, il va falloir rembourser le Paddock Club. Donc autant te dire que même en 2026, 2027 ou 2030, on continuera d'aller à Las Vegas, même si les Grands Prix sont toujours mal organisés et même s'il n'y a pas de spectacle en piste. Note du Grand Prix, j'ai mis 6 sur 20. Le Grand Prix est intéressant. Si j'avais noté que le Grand Prix, vous savez, je note tout le week-end, si j'avais noté que le Grand Prix, j'aurais peut-être mis un 12. Il y a des séquences intéressantes, mais je trouve qu'il y a quand même des situations qui m'énervent, notamment le manque d'adhérence sur la phase de départ, ce qui fait qu'on a un départ qui est cataclysmique, et ce qui fait qu'on perd pas mal d'adversaires sur la phase de départ. Mais en fait, on a trop de soucis sur le week-end pour que je me réjouisse de ce week-end. On a le souci de Sainz avec sa pénalité qui est inadmissible. Le souci avec la gestion du public, la gestion de l'organisation, tout ce kitsch à côté qui m'a énervé. Je peux pas être satisfait de ce que j'ai vu ce week-end. Donc c'est pour ça que je mets 6 sur 20. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Alpine, un week-end plus-moins pour Alpine. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, c'est un week-end inversé pour Ocon et Gasly. Gasly a été très bon samedi, en difficulté dimanche, inversement pour Esteban Ocon. Ocon peut être très satisfait, c'est une belle 4e place et malgré une qualif qui a été compliquée, il montre quand même que c'est un pilote qui est capable de faire des super départs. C'est pas la première fois qu'il le fait, là il fait déjà en Hongrie quand il gagne. C'est un pilote qui est capable de gagner pas mal de positions au départ. Alors, c'est pas Kimi Raikkonen, mais quand même. Esteban Ocon, parce qu'on se souvient tous de sa performance à Portimao. Et du côté de Gasly, le samedi était fantastique, il fait vraiment une super qualif sur un circuit où Alpine pensait être un petit peu en difficulté avec la vitesse de pointe. Ils ont été plutôt bons, ce qui montre que du côté d'Alpine, on comprend pas sa voiture, ce qui est donc très inquiétant. Parce que si on ne comprend pas pourquoi la voiture ne marche pas, c'est-à-dire que l'année prochaine, ils ne comprendront toujours pas pourquoi il y a des soucis, donc ils auront beaucoup de mal à faire fonctionner une voiture. J'ai l'impression que chez Alpine, on ne comprend pas ce qui ne va pas sur cette voiture, pourquoi sur certains circuits, on arrive à faire des grands prix honorables, ou parfois même à faire des très bons grands prix, comme à Monaco ou encore là à Las Vegas, et pourquoi sur d'autres pistes, on n'arrive pas à s'en sortir. Peut-être qu'il y aura des données de réponse sur ce circuit de Las Vegas, sur un circuit où il y avait peu d'adhérence. Pour Esteban Ocon, pour moi, c'est des points qui sont importants, surtout que Gasly avait pris un petit peu l'avantage sur les dernières courses, et c'est vrai qu'après les qualifs samedi, on pouvait se poser des questions sur quelle était la situation d'Esteban Ocon. On avait l'impression d'un pilote qui était frustré, énervé. L'action avec Verstappen, qui lui coûte très cher au final. C'est vrai qu'il a une séance de qualification où il n'a pas de tour clair, donc c'était très compliqué pour lui. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie interrogation samedi soir, où tu sens qu'Esteban Ocon, dans son interview avec Canal+, tu sens qu'il n'est pas content. Il n'est pas content, il est vraiment frustré, et vraiment en colère. Et le dimanche, il arrive à inverser la situation, déjà parce qu'il fait un super départ, encore une fois, il gagne, il se retrouve déjà dans le top 10 après le premier tour. C'est-à-dire qu'après 3-4 virages, il est déjà dans le top 10. Donc il a vraiment profité des problèmes avec Hamilton, avec Alonso, avec Carlos Sainz. Donc déjà, il a vraiment su profiter et vraiment prendre un très bon départ. Et puis après, il fait un très bon Grand Prix.
voilà, où le rythme était bon. Donc c'est-à-dire qu'il avait déjà le rythme le samedi, mais qu'il n'avait pas réussi à mettre en place un tour correct. Et ça, c'est peut-être un domaine dans lequel il doit travailler Ocon. C'est encore ses qualifications, où parfois il a du mal à tout mettre bout à bout. Ce qu'arrive à faire Pierre Gasly, Ocon a parfois un peu plus de mal à le faire. Ça a vraiment optimisé chaque centimètre carré du circuit pour pouvoir réaliser une bonne qualification. Par contre, en course, il sait très bien gérer ses pneus, il sait avoir un très bon rythme. Ça fait partie des pilotes qui sont souvent meilleurs le dimanche que le samedi. Et c'est ce qui s'est produit là pour Ocon. Donc, très bon Grand Prix. Très bonne stratégie aussi de la part d'Alpine. Ils ne se sont pas plantés. Donc voilà, un Grand Prix tout à fait intéressant. Avec un super rythme pour Esteban qui prend en plus une belle 4e place. Grâce à la pénalité de George Russell. Donc c'était vraiment très très bien pour Esteban. Il peut être satisfait de son week-end. Voilà, il a fait vraiment... satisfait de son dimanche. Ça a été vraiment très bien. Et ça montre que le moteur Alpine n'est peut-être pas si mauvais que ça. Ça montre que cette voiture peut fonctionner dans certaines conditions. La question est de savoir, c'est est-ce que Alpine ne voulait pas avoir de pénalité moteur et n'en a pas un peu trop gardé pour cette fin de saison. On a l'impression qu'au niveau moteur ça va mieux alors qu'en milieu de saison ils avançaient plus. Ou est-ce que c'est la voiture qui avait trop de traînées aéro comme ce qui est arrivé à un moment à Mercedes, ou est-ce que c'est d'autres paramètres qui ont fait que c'était compliqué pour Alpine cette saison. Mais on verra du côté d'Abu Dhabi s'il continue à avoir des bons résultats. Puis peut-être que ça lancera de manière optimale la saison 2024 qui, on espère, sera meilleure pour l'équipe française. Du côté de Pierre Gasly, quand je parlais d'incompréhension sur la voiture, il ne sait pas trop pourquoi il n'avait pas de rythme en deuxième partie de course. Ça s'est bien passé avec les premiers pneus. Le premier train de pneus, ça se passait très bien, le rythme était plutôt bon. Ensuite, contrairement à Ocon qui a réussi à continuer à avoir du rythme avec son deuxième train de pneus, Gasly, lui, n'en avait plus. Il y a eu vraiment un trou noir. Il a même dû laisser passer Ocon. Alors là encore, un problème de communication chez Alpine parce qu'Ocon n'était pas au courant. Voilà, il y a eu un problème à la radio. Là encore, on doit travailler sur la communication entre les deux pilotes et en course parce qu'il y a encore eu ce petit souci avec Esteban et Gasly. C'est-à-dire qu'Esteban n'était pas au courant que Pierre Gasly lui avait laissé sa place. Donc ça, voilà, c'est des choses vraiment qu'il faut corriger parce que c'est des choses que l'on n'entend que chez Alpine et pas dans les autres équipes. Et puis le dimanche était pas bon alors qu'il fait encore une super qualif et tout était bien lancé pour Pierre. Le début de course était vraiment bon avec les pneus hard. Ça n'a pas marché comme il le souhaitait. Voilà, sur cette fin de course, ça a été très compliqué pour lui. Il a perdu énormément de rythme, peut-être un peu de graining. Pas mal de pilotes ont souffert de graining. Peut-être qu'il aurait fallu opter pour une autre stratégie, mais bon, c'est plus facile à dire après le Grand Prix que pendant la course. Et puis dommage pour Esteban Ocon, la situation avec Verstappen. Voilà, encore ces soucis, on va dire, entre les deux. Je rappelle que Ocon est l'un des rares pilotes qui sait qu'il peut battre Verstappen à voiture équivalente. Il l'a fait en F3 Euro Series. Et c'est pour ça que Verstappen n'a jamais eu une très bonne relation avec Esteban Ocon, parce que je rappelle que quand lui il est champion en F3 Euro Series, l'autre il est 3e et il l'a toujours eu mauvaise. Et leur problème de relation ne date pas du Brésil, ce que certains pourraient croire, mais ça date déjà de la fin de la saison de F3, donc ça devait être la saison 2015, où c'était déjà tendu entre les deux. Donc c'est quelque chose d'assez habituel pour Verstappen et Ocon, mais c'est dommage qu'on n'arrive pas à s'en sortir un peu du côté des deux. C'est dommage que Verstappen soit parfois pas plus mature dans certaines situations, et dommage pour Ocon qu'il soit parfois un peu trop sûr de lui, je pense, dans certaines de ses interventions derrière le volant. On regarde tout de suite les pilotes au top. Pilote au top, je vais aller assez vite sur Verstappen. Encore vainqueur. Après, j'ai pas aimé. Alors, c'est pas que j'ai pas aimé son attitude pendant le week-end. Par rapport à d'habitude, j'ai envie de dire, l'attitude derrière en interview, qui donne son avis, il a le droit de donner son avis. Ça m'a pas posé problème. Même s'il avait été pour le Grand Prix. Ce que j'ai pas aimé, moi, c'est l'avis. En plus, il donne son avis constructif, voilà, il dit quand même des trucs intéressants dans ses interviews. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est Toto Wolff, parce que
j'ai l'impression qu'il nie presque le public de la Formule 1. Or, si tu es un peu là, c'est grâce au public de la Formule 1. Parce que si la Formule 1, il n'y avait pas autant de public, je peux te dire que Mercedes, c'est depuis longtemps qu'ils auraient retiré leur bille de la Formule 1. S'il n'y avait plus que 3 pécores qui regardaient la Formule 1 dans le monde, je peux te dire que Mercedes, ils n'auraient aucun intérêt à être en Formule 1. Donc, des moments, il niait ce que pensait le public, ce qui, je trouve, est assez effarant du côté de Toto Wolff. C'est-à-dire qu'on peut pas tout faire que pour l'argent et que pour le show. Il y a un moment ou que pour la nouveauté. Il y a un moment, il y a un sport, il faut respecter l'histoire de ce sport et les traditions de ce sport. Je trouve qu'il y en a certains qui ont un peu oublié ça du côté de la Formule 1. Mais du côté de Verstappen, bon voilà, il disait pourquoi il était devenu fan de Formule 1, c'était aussi grâce au sport et pas grâce au spectacle, et grâce au show à côté de la Formule 1. Et quand il a dit pendant tout le week-end que j'aurais aimé rouler sur un vrai circuit, c'était très intéressant. Quand j'ai vu aussi des mecs dire, il y a le Grand Prix de France au Castellet, alors bon, je vais encore me répéter, déjà le Castellet, s'il y en a certains qui aiment ce circuit, qu'ils aillent rouler au Carrefour, sur le parking de Carrefour en Market à côté, parce que ça a le même niveau d'intérêt. Je rappelle que normalement le Castellet est une piste d'essai et pas une piste de course, de Grand Prix. Et que deuxièmement, de toute manière, personne n'allait au Castellet. Donc faut arrêter avec le Grand Prix de France. Il y avait, à part la dernière année, où on a réussi à attirer un peu plus du public, mais en jouant sur le côté on va perdre le Grand Prix, on va perdre le Grand Prix. Sinon, il n'y avait personne. Comme à Manicourt, où c'était pas toujours plein, il faut le dire, alors que les places étaient pas chères. Et pourquoi on faisait des places pas chères à Manicourt sur la fin? C'est aussi parce qu'on avait beaucoup de mal à attirer les gens à Manicourt. Et c'était pas seulement parce que c'était dans le centre de la France et qu'il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Voilà. Donc du côté de Verstappen, oui, ça m'a pas posé problème. Ce qui m'a posé un petit peu plus problème, c'est son attitude avec Ocon. Je trouve que c'est un peu bébête. Il n'avait pas besoin de rajouter un peu d'huile sur le feu avec Ocon. Voilà. Je crois qu'on n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de cette polémique. Je pense qu'il y a eu déjà suffisamment de polémiques sur ce week-end. On n'était pas obligé d'en rajouter là-dessus. Après, qu'il n'ait pas aimé le week-end, Stroll pareil. Hein, t'as plusieurs pilotes qu'on dit, Stroll et Verstappen en premier, qui n'aimaient pas être là. Hein, tout simplement, qui trouvaient que c'était inintéressant. Et j'ai pas aimé non plus son dépassement au premier tour sur Leclerc, où je trouve que, déjà en termes de pénalité, je trouve que du côté de la FIA, on lui donne 5 secondes, mais pour moi, il aurait fallu inverser les positions. Plus que 5 secondes, parce que c'est vraiment ça le vrai problème, c'est que on a un Leclerc qui se retrouve lésé par rapport à Verstappen, donc rajouter 5 secondes, on sait que ça va être un problème pour Leclerc. Après, Verstappen il gagne quand même malgré cette pénalité, mais j'aurais préféré une position inversée. Et après, pour moi, il prend pas du tout le virage, donc on lui met une pénalité comme quoi il met dehors un pilote. On aurait pu réfléchir quand même sur l'intentionnalité de faire ça au départ. Et on n'a pas trop réfléchi sur potentiellement l'intentionnalité de faire ça. Parce que pour moi, il ne peut pas prendre le premier virage correctement. Donc l'idée est totalement de mettre Leclerc à l'extérieur et ça aurait peut-être valu quand même Pour moi, c'est à la limite du comportement antisportif quand même. Parce qu'il le pousse vraiment en dehors de la piste. Alors certes, c'est pas comme notre petit pilote de F4 en Espagne, il n'y avait pas du gazon, mais c'est un peu la même idée au départ. Alors oui, avec beaucoup moins de danger, parce que c'est un dégagement en goudron, mais bon, j'ai pas aimé cette idée-là. Je continue avec Charles Leclerc. Très bon week-end de Charles. Quand il est performant comme ça, il est très intéressant. Quand il est en confiance avec sa voiture, voilà, il y a tout qui s'est bien goupillé dès le vendredi. Je sentais qu'en plus, ça faisait partie des pilotes vraiment qui avaient envie d'être là. Donc, je pense que c'est ce qui a aussi joué peut-être. Il avait vraiment envie d'être présent à Las Vegas, d'avoir cette course-là. Et puis, il était motivé. Je pense qu'il savait également du côté de chez Ferrari que la puissance moteur allait vraiment les aider. Surtout qu'ils finissent bien la saison, hein, du côté de chez Ferrari, il faut bien le dire aussi. Mais ouais, je pense que du côté de Charles Leclerc, il y avait vraiment une envie, une belle...
il était vraiment content d'être là, on le sentait. Et dans la voiture, ça s'est très très bien passé. Son dépassement sur Pérez, vraiment très bien senti. Euh, il avait un super rythme de course. Alors certes, Verstappen était largement au-dessus, mais derrière, il avait vraiment un super rythme de course. Peut-être qu'en stratégie, il aurait peut-être fallu s'arrêter un peu plus tard. Bon, ça, après, c'est des choix. C'est compliqué parce que tout le monde a peur de l'undercut aujourd'hui en Formule 1, donc s'arrêter tard, c'est un peu compliqué aussi. Et il a manqué à Leclerc Sainz. Mais Sainz, bon, c'est pas de sa faute si on lui met 10 places de pénalité pour un problème qui n'est pas de sa faute en plus. C'est ça qui est assez terrible pour Carlos Sainz. Mais du côté de Charles Leclerc, ouais, tout s'est bien goupillé, un bon rythme. Donc c'est vraiment bien, c'est super pour Charles. On aimerait que ça soit le cas pendant toute l'année. C'est un peu mon problème, ce que je reprocherais aujourd'hui à Charles Leclerc, c'est que c'est un pilote qui est capable d'être performant et de performer très, très bien sur 2, 3, 4 courses. Mais sur toute la saison, il y a des moments où tu as des coups de mou avec Charles Leclerc. Et ça serait bien que dans les années à venir, il évite ces coups de mou. Alors certes, à des moments, il y a eu des coups de mou parce que la voiture était moins bonne, mais des fois, Sainz était bien meilleur que lui en course. Donc il faut rectifier ces situations où il est un peu moins rapide, parce que techniquement, c'est lui le leader de l'équipe. Donc c'est à lui de pousser l'équipe dans ses retranchements. Et, voilà, il faudrait trouver enfin la solution pour Charles Leclerc. Ça fait depuis 4-5 ans maintenant qu'il est chez Ferrari. Il a été recruté parce que c'était le pilote pour jouer le titre. Ce serait bien qu'il le joue maintenant vraiment, le titre, l'année prochaine. Mais je pense qu'il commet encore trop d'erreurs. Il y a toujours ces situations où il est un peu plus faible dans l'année. Et ça, c'est des choses qu'il doit corriger pour moi. Et puis, je termine avec Lance Stroll. Il est capable de faire des très bons week-ends, Lance. C'est fou parce que... alors déjà, il a toujours été bon dans les grands prix, dans des conditions d'adhérence difficiles. Je me souviens de la Turquie. Voilà, c'est un pilote qui est toujours performant dans les circuits où l'adhérence est précaire. Mais ça va lui faire du bien parce que c'est vrai que l'année n'a pas été bonne. Et on a l'impression qu'il faut presque... En fait, que quand le Grand Prix est sur le sec, il n'y a pas suffisamment de défis pour lui. Donc tu as l'impression que juste rouler vite, ça ne le passionne pas. Il faut un petit truc en plus pour qu'il performe, que ça soit dur. Lui, il veut le mode expert en Formule 1. Si c'est que le mode difficile, ça ne lui convient pas. Et j'ai cette impression-là avec Stroll, parce qu'on voit que sur tous les Grands Prix où il a été bon, très bon, c'est la Turquie, c'est l'Australie cette année où physiquement ça n'allait pas fort. Donc c'est vraiment... c'était pas l'Australie, c'était l'Arabie Saoudite plutôt. C'est toutes les courses où ça a été compliqué, où il a été bon. Et par contre, les courses où Alonso était performant, bah lui il avait parfois un niveau en retrait. En plus, c'est vrai que l'Aston Martin, je m'attendais à ce que ça soit compliqué pour l'Aston Martin parce que pas une grosse vitesse de pointe. Alors même si elle générait pas mal d'adhérence, je me disais que c'est quand même une voiture qui avait tendance à bien tenir ses pneus. Donc quand une voiture tient bien ses pneus, souvent ça veut dire qu'elle a du mal à les faire chauffer. Et là, ça s'est bien goupillé pour Lance Stroll. Ça a été plus compliqué pour Fernando. C'est vrai que le départ ne l'a pas aidé non plus. Hein. Il part en tête à queue dès le départ. En plus, il se fait rentrer dedans par Bottas, percuté par Perez. Ça a été un peu à la chaîne, cette affaire-là. Et c'est vrai que Lance Stroll, il montre qu'il est capable de faire des bons grands prix, de faire des belles courses. Là aussi, il faudra un petit peu plus de régularité. Et puis... il faudrait surtout qu'il ait un peu plus envie pendant toute la saison. C'est, je crois, le vrai problème aujourd'hui de Lance Stroll, c'est qu'à certains moments, tu as l'impression qu'il n'a pas envie ou qu'il n'y a pas assez de challenge pour lui en cours de saison et que c'est très compliqué pour lui. Donc c'est un petit peu dommageable pour Lance Stroll. Mais là, ouais, c'est une belle course, belle 5e place. Beau résultat. Donc on verra ce que ça donne pour le reste de la saison. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne, eh bien c'est Hamilton. Premier bonnet d'âne. Week-end difficile pour Lewis. Ça s'est pas passé comme il le souhaitait pour Lewis Hamilton. Que dire le week-end, déjà en qualif, il n'avait pas un super rythme. Il faut quand même me le dire. Il est éliminé en Q2. Et tu sens que la voiture...
elle est pas comme il le souhaite, quoi. Moi, j'ai vu la séance de L3. Tu sens qu'il a du mal. Dès qu'il fallait pousser un peu, il avait un peu du mal à trouver son rythme. Et même si parfois il y a des pilotes qui en gardent un petit peu, c'est pas trop le cas de Mercedes quand même d'en garder en EL3, surtout maintenant. Et tu sentais que la voiture était vraiment en difficulté, et surtout il se prend 8 dixièmes par George Russell. En qualif, une 33 112 pour Russell contre une 33 837. Si on regarde bien, il y a toujours cet écart de performance de 5-6 dixièmes. Et en course, il n'avait pas de rythme. Alors certes, bon, il a ce petit souci au départ, mais de toute manière, il n'avait pas un super rythme ensuite en course. Alors il finit 7ème, mais parce que Russell a sa pénalité, hein, sinon il aurait fini derrière Russell. Et surtout avec encore une fois un écart entre les deux pilotes qui aurait été important. Pas une énorme vitesse de pointe sur la Merco d'Hamilton, donc peut-être encore des soucis de traîne aérodynamique. On sait que Las Vegas c'est pas très haut en altitude, hein, donc c'est vrai que c'est là où les soucis de la Mercedes sont les plus importants. Et puis une fin de saison qui est compliquée pour Hamilton. J'ai l'impression que ça fait 4-5 courses que la voiture ne lui convient pas. Alors il y a eu le Mexique, mais en fait en dehors du Mexique, sinon ça a été un petit peu compliqué en termes de résultats. Et c'est vrai que cette fin de championnat du monde n'est pas idéale pour le pilote anglais, donc c'est un petit peu dommageable, surtout pour le classement en championnat du monde, hein, parce que Ferrari revient et qu'il va falloir se battre désormais du côté d'Abu Dhabi pour aller chercher un grand résultat pour l'équipe. On poursuit avec McLaren. Week-end difficile pour McLaren, 2 points de marqués grâce au meilleur tour d'Oscar Piastri, mais ça reste un week-end assez maigre en termes de performance. Bon, on a Norris qui se retrouve à avoir un problème technique au bout de 3 tours. Il perd complètement la voiture et un d'assez gros crash, hein, il faut le dire, pour Norris. Il a tapé quand même assez durement, et encore une fois, on est en fin de saison, donc c'est vrai que quand tu tapes physiquement, t'es quand même bien cramasse, surtout que là, ils se sont pris un enchaînement de courses assez dingue, et surtout avec des allers-retours parfois entre le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud, donc avec énormément de décalage horaire. Et c'est vrai que Magnussen notamment le disait en interview, il n'arrive pas à dormir correctement, notamment au niveau de son rythme cardiaque au sommeil qui est 25% plus élevé que d'habitude. Donc c'est vraiment des indicateurs qui montrent que l'impact des différents décalages horaires, on sait que c'est un impact qui est énorme, et on s'en remet pas en 3 jours d'un décalage horaire. Donc quand on enchaîne des grands prix à des horaires différents d'une semaine à l'autre, et qu'on se prend 10 heures de décalage horaire dans la tête, c'est pas bon pour le corps humain. Là, il va falloir également un jour que la FIA s'en soucie, parce que on enchaîne les courses, on va avoir un moment des pilotes qui vont arrêter très jeunes. Et si on veut avoir des Max Verstappen, des Charles Leclerc, des Lando Norris, des Oscar Piastri qui aient des carrières de 15-20 ans, il va falloir faire attention à ce genre de choses. Et on le voit notamment en rallye, par exemple, où c'est de plus en plus exigeant le rallye, que ça soit physiquement, que ça soit également au niveau des journées de test, parce qu'il y a beaucoup d'à côté dans le rallye. Et Kalle Rovanperä va faire qu'une demi-saison, et on se retrouve à avoir des pilotes qui ne font qu'une demi-saison parce qu'ils n'arrivent plus à tenir une saison entière, parce que c'est trop dur mentalement de tenir une saison entière. Là c'est un peu pareil avec la Formule 1. J'ai peur qu'il y ait des pilotes qui arrêtent jeunes, parce que s'ils n'ont plus la motivation, si ça commence à être dur si en termes de résultats, par exemple, imaginons Max Verstappen dans 2 ans, 3 ans, il n'est plus en capacité de jouer la gagne, est-ce qu'il se battra comme s'est battu Hamilton? Peut-être pas, parce qu'il aura déjà 250 courses dans le paletot, quoi. Donc il faut le prendre en compte. La fatigue aujourd'hui des différents pilotes dans ce genre de situation.
Vous inquiétez pas, c'est le chat qui est dans la litière. Hein. Donc le bruit, c'est tout simplement des cailloux de litière si vous entendez un bruit de fond. Mais du côté de Norris, ouais, de toute manière, le rythme était pas bon. McLaren n'avait pas un bon niveau de performance. Hein. Piastri et Norris sont éliminés dès la Q1. Tu sens qu'ils n'ont pas trouvé la solution au niveau du pilotage. Sur ce circuit et ensuite pendant tout le week-end ça a été dur, hein, même en essai en fait c'est le premier week-end sur cette deuxième partie de saison depuis qu'ils sont performants, donc depuis l'Autriche, enfin Angleterre-Autriche à peu près pour McLaren, où on se dit bah là ça veut pas, et ça veut pas pendant tout le week-end, c'est-à-dire ça a mal commencé et ils n'ont pas trouvé la solution pendant tout le week-end, un petit peu comme Hamilton, c'est-à-dire que Norris il est 11e, Piastri, il est 14e de la première séance d'essai. Ils étaient quand même déjà à 1 seconde. En essai libre 3, Norris est encore à 1 seconde. Piastri était un petit peu mieux. Il était 2e à 4 dixièmes quand même de Russell qui avait fait un super chrono. En qualif, les deux sont éliminés dès la Q1, ils n'ont pas trouvé la solution. Ils avaient beaucoup de mal sur les sessions tardives. Je pense qu'ils avaient peut-être du mal à trouver de la température dans les pneus, parce que dans toutes les sessions un peu tardives, c'est là où ça a été compliqué pour eux. Piastri prend la 10e place, c'est plutôt pas mal, quoi. Même on peut se dire par rapport à la difficulté du week-end. Et puis je termine avec Tsunoda. Week-end compliqué pour Tsunoda, toujours en retrait par rapport à son équipier Ricciardo. Les AlphaTauri qui ont eu énormément de soucis de graining. C'est ce que disait Ricciardo pendant tout le week-end, c'est-à-dire avec des conditions climatiques aussi fraîches. Eux, ils n'ont pas trouvé la solution pour éviter le graining. Donc le graining, c'est quand vous avez de la gomme qui se recolle en fait sur la véritable gomme usée, parce que les pneus ne sont pas à bonne température. Donc ça a tendance à faire des vibrations au niveau du volant, et surtout vous n'avez pas d'adhérence. Et ça se déroule vraiment quand les pneus ne sont pas à la bonne température. Les pneus doivent être dans une fenêtre de température. Quand le pneu est trop chaud, ça cloque. Quand le pneu est trop froid, souvent il y a du phénomène de graining. Tous les équipes ont essayé de trouver des subterfuges pour chauffer les pneus. AlphaTauri n'a pas trouvé la solution, mais quand même, pendant tout le week-end, Ricciardo était devant Tsunoda, que ça soit en course, que ça soit en qualification. Tsunoda fait quand même le dernier temps en 1:36.4. Il y a eu aussi des petits soucis, je crois, de limite de piste. Donc quand même, voilà, avec pas mal de manque de performance. À part en essai libre 3, où là c'était Daniel Ricciardo qui était pas top, mais Tsunoda était encore en 1:36, hein, donc il faisait pas un gros chrono. Et il n'est pas descendu en dessous des 1:36, quoi. Contrairement à son coéquipier. Il n'a pas réussi à trouver véritablement la solution, donc ça a été compliqué pour ce pilote. C'est dommage, voilà, pour Yuki Tsunoda, parce que sa crédibilité en Formule 1, elle est un petit peu quand même attaquée, hein, que ça soit avec Lawson, que ça soit avec Ricciardo. C'est pas évident pour lui en ce moment. Alors oui, il a fait un bon résultat sur cette deuxième partie de saison, mais depuis qu'il est plus face à Nyck de Vries, bah, sa crédibilité en tant que très bon pilote qui peut aller dans un team vraiment numéro 1, en a pris un coup, et je ne sais pas s'il va pouvoir redresser un petit peu la situation. Donc on verra à Abu Dhabi, mais on verra surtout ça l'année prochaine. Ça sera vraiment important pour Tsunoda de ne pas être derrière son coéquipier chez AlphaTauri, parce que ça pourrait vraiment le mettre dans une posture compliquée, surtout que AlphaTauri, Red Bull, ils vont plus avoir besoin de Honda. Ils vont plus avoir besoin de faire plaisir à Honda. Donc se séparer de Tsunoda, ça va plus être un problème. Ce qui pouvait être un problème jusqu'à maintenant, parce qu'il fallait faire un peu plaisir aux Japonais, là ça va être beaucoup plus facile de le virer, vu qu'ils ont un contrat moteur désormais avec Ford dans les années à venir. Bon, je crois qu'on a fait le tour. On regarde tout de suite les différents championnats. On regarde tout de suite les différents classements des différents championnats. Bon, on est en fin de saison désormais avec Max Verstappen, donc champion du monde, on le sait depuis quelques grands prix déjà, qui continue avec 549 points d'avance. On retrouve ensuite Sergio Pérez,
qui lui aussi a sécurisé sa deuxième place face à Lewis Hamilton, qui a eu un petit peu de mal sur cette fin de saison entre les abandons au Qatar, la disqualification aux États-Unis, un Grand Prix de Las Vegas qui n'a pas été évident, un Grand Prix du Brésil également qui n'a pas été évident. Carlos Sainz quatrième, à égalité avec Fernando Alonso, donc le duel des Espagnols, avec Lando Norris pour arbitrer tout ça. Je pense que ça sera un petit peu dur pour Charles Leclerc pour remonter sur ces concurrents-là. Il devrait rester septième. On a ensuite George Russell et Oscar Piastri. 8 et 9, Lance Stroll est 10e, toujours devant Pierre Gasly et Esteban Ocon, lequel des deux Français finira devant l'autre. Ça peut être un beau match, avec 4 points d'écart pour savoir qui sera le leader, qui aura l'hégémonie du côté de Alpine. Alexander Albon est 13e devant Tsunoda, Bottas, Hülkenberg, Ricciardo, Zhou, Magnussen, Liam Lawson et Logan Sargent. Seul Nick De Vries n'a pas marqué de points, mais dans tous les pilotes qui ont fait la saison, ils ont tous au moins marqué un point. Du côté du championnat constructeur, c'est toujours Red Bull qui est en tête, champion du monde on le rappelle, avec un match pour la deuxième place entre Mercedes et Ferrari, 392 points contre 388. Ça sera la compétition la plus intéressante. Du côté de Abu Dhabi, on retrouvera ensuite McLaren Mercedes versus Aston Martin. Il faudrait qu'Aston marque 11 points de plus, même 12 points de plus qu'Aston Martin pour passer devant. On retrouve ensuite Alpine, bien seul, avec 120 points. Et puis Williams devant AlphaTauri, Alfa Romeo et Haas. Là, il faudrait faire un grand résultat pour Haas pour remonter au niveau du championnat constructeur. Donc nous, on se retrouve pour la dernière manche de la saison. Ça sera du côté d'Abu Dhabi, ça sera le week-end prochain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.